Dans cet épisode de Mes Bricolos, j'ai envie de vous parler du design non standard, qui est un sujet passionnant, qui me passionne. Alors, il me passionnait déjà quand j'étais étudiant, donc il y a plus de 20 ans, et oui, je suis plus tout jeune. Donc, c'est un concept qui est quand même assez ancien. C'est un thème qui était abordé par les designers, qui est assez ancien. Milieu des années 90, fin des années 90, on commençait à parler du design non standard. Mais ce qui est très intéressant avec le design non standard, c'est qu'il a évolué, il a muté. C'est-à-dire, autant il y a 20 ans, on parlait de design non standard, aujourd'hui, on parle d'artisanat numérique. Et l'artisanat numérique et le design non standard, c'est deux thèmes qui sont très similaires, voire totalement identiques. Alors, comment on est passé du design non standard à l'artisanat numérique ? Qu'est-ce qui caractérise le design non standard et qui caractérise l'artisanat numérique ? Et pourquoi aujourd'hui, finalement, on parle d'artisanat numérique ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Mes Bricolos. Alors, vous inquiétez pas, comme à notre habitude, je vous ai sélectionné des articles, des projets de designers qui permettent d'illustrer ces différents concepts et cette évolution justement du design non standard vers l'artisanat numérique. Et ces projets sont absolument remarquables, ils sont très intéressants. Donc on va aussi découvrir des projets. Donc vous inquiétez pas, même si c'est un sujet qui peut paraître un petit peu complexe, il est finalement pas si compliqué que ça à comprendre. Et surtout, ça nous permet d'aborder et de voir et de découvrir des projets de designers absolument passionnants. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur. Je suis excité à l'idée de partager ce thème avec vous qui me plaît beaucoup. Donc on se retrouve tout de suite en couleur pour justement découvrir design non standard et artisanat numérique. Allez, à tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 31 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une très 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 belle semaine. En tout cas, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Vous le savez maintenant, c'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, échanger, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors évidemment, il y a eu des actualités dernièrement qui me permettent d'aborder cette notion de design non standard et d'artisanat numérique. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Mes Bricolos. Je dois juste faire un petit préambule. Qu'est-ce que c'est que le design ? Rapidement, il y a plein de livres, Histoire du design par Raymond Guido, vous avez plein de livres sur le sujet, mais très rapidement. Ce qui est intéressant avec le design, c'est qu'effectivement, quand on est designer, on s'intéresse au style d'un objet, sa forme, son dessin. On s'intéresse aussi à son ergonomie, sa fonctionnalité. Et on s'intéresse aussi aux matériaux qu'on va utiliser pour fabriquer cet objet. Et donc forcément, si on s'intéresse aux matériaux, on va s'intéresser à sa fabrication, comment on va le fabriquer. Et le designer, il y a quelque chose qui est très intéressant avec ce métier du design, c'est qu'on cherche à être compétitif, on cherche à proposer un objet qui soit innovant, fonctionnel, ergonomique, mais que le consommateur final puisse acheter pas trop cher, qui puisse être compétitif sur un marché déjà très concurrentiel. Donc c'est intéressant pour le consommateur final, puisque ça lui permet d'avoir un objet qui propose beaucoup de fonctionnalités, qui est intéressant, qui est plaisant à l'œil, etc., qui est ergonomique et fonctionnel, qui va améliorer son quotidien, c'est ce qu'on aime à dire, mais aussi à un prix hyper compétitif. Et c'est intéressant pour une marque parce qu'à partir du moment où il est compétitif, ça fidélise le client. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça lui permet de revenir, d'acheter d'autres produits de cette marque en se disant, ben voilà, c'est intéressant. Et non seulement il me propose des produits qui sont pas trop chers, mais en plus qui sont hyper beaux, hyper intéressants, qui sont fonctionnels et ergonomiques. Donc la question de la fabrication est fondamentale. Les outils de fabrication, on se doit, quand on est designer, de connaître les différentes techniques de fabrication et les outils de fabrication qui nous permettent de pouvoir produire un objet. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée de standardisation, c'est-à-dire on pense à une ligne de production, d'accord, et on essaye d'optimiser chaque élément, chaque partie de cette ligne de production. On essaye d'économiser la matière, de trouver les différentes techniques de fabrication pour optimiser. Alors certes, on travaille avec un bureau d'études, mais on doit penser à ça dès la conception de l'objet. Comment je vais le fabriquer, comment je vais le produire. Parce que ce qui est très, très intéressant avec la standardisation, c'est l'économie d'échelle. Parce que plus vous produisez d'objets en utilisant une ligne de production, plus vous pouvez optimiser les matériaux
et le temps de fabrication et le coût de fabrication, on se l'imagine assez bien quand on connaît pas très bien, mais on se l'imagine assez bien avec l'automobile où vous voyez cette ligne de production et vous avez à la fois les machines et les ouvriers qui travaillent sur la voiture et chaque ouvrier et chaque machine suit une logique. Alors bien sûr, c'est hérité du Fordisme, mais sans rentrer dans un rapport historique, vous imaginez bien comment c'est structuré. Et en fait, à la fin, ça nous permet d'avoir un véhicule très, très bien fait, solide, puisqu'on a évalué chaque étape, mais aussi compétitif. On peut arriver à réduire les coûts de façon, je veux dire, drastique, hein, vraiment, c'est le mot, quoi. Donc, par contre, le revers de la médaille de la standardisation, c'est la systématisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve systématiquement avec le même objet. Donc, on a toujours effectivement cette notion de qualité, mais on n'a aucune différence entre chacun des objets qui sont produits. Et arrivé dans les années 80, il y a eu cette espèce de ras-le-bol de cette standardisation, de tous ces objets qui se ressemblaient. Il y a eu la volonté de se distinguer. Donc, on a commencé à personnaliser les objets. Et puis est arrivé, avec de nouvelles techniques de fabrication, l'idée du design non standard. Alors, le design non standard, il y a ce livre que je vous conseille d'acheter, Avatar du non standard en design et en architecture numérique. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il retrace un petit peu l'historique finalement du design non standard et il explique très bien que fin des années 90 est arrivé le concept du design non standard. Aussi est arrivé ce concept avec de nouveaux outils qui sont le prototypage rapide, c'est-à-dire l'impression 3D, etc., etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, les outils, cette rigidité, par exemple, quand vous avez un moule d'injection, ça coûte très cher. Donc, si vous faites un moule d'injection et si vous travaillez sur une presse pour injecter l'objet que vous cherchez à fabriquer, vous n'allez pas en produire 10, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez en produire 1000, 10 000, 100 000. Et c'est là où ça devient très intéressant et c'est là où vous êtes compétitif. Mais tout d'un coup, avec une machine d'impression 3D, vous en imprimez un. Voilà, vous pouvez le deuxième peut être totalement différent, ce n'est absolument pas un problème, puisque ça utilise des techniques qu'on retrouve dans l'industrie, mais qui nous permettent de pouvoir créer des objets uniques. Et donc là, a commencé à émerger ce concept et cette idée du design non standard, c'est-à-dire de faire en sorte, par l'outillage, mais aussi par les nouveaux systèmes informatiques, ce qu'on appelait algorithmiques, c'est-à-dire des algorithmes qui viennent modifier l'objet. Donc vous avez un objet initial et puis vous avez une mathématique, c'est-à-dire un algorithme qui vient modifier l'objet petit à petit et donc faire en sorte que à chaque étape, à chaque objet fabriqué, il y a une différence et il ne se ressemble pas. Voilà. Et c'est ça qui devient très intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la personnalisation, on est vraiment dans un objet qui est différent. Quand vous, en tant que consommateur, vous allez acheter cet objet, ils ne sont pas identiques entre eux. Chaque personne qui achète cet objet aura un objet unique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à l'époque, ce n'était absolument pas l'artisanat numérique. On parlait de design non standard. C'est un mot un peu barbare, je vous l'accorde. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune et que je parlais du design non standard, j'en parle toujours. Vous m'avez certainement, pour ceux qui sont des fidèles bricologistes, vous m'avez certainement entendu parler de design non standard. À l'époque, quand je parlais de design non standard, c'était un mot que les gens ne comprenaient pas trop. Il fallait que j'explique tout ce que je vous ai expliqué. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et on passe tout de suite sur un objet qui est l'objet de Johan, très intéressant, où il parle d'objets non standards. Et il a raison de parler d'objets non standards. Il a travaillé sur ces vases imprimés en 3D, où justement, il a travaillé non seulement sur une mathématique algorithmique pour changer cette impression 3D à chaque fois qu'il produit un nouvel objet, mais aussi sur les caractéristiques de l'impression 3D. Et on se retrouve avec des objets qui sont très organiques, très aléatoires, et en même temps très intéressants sur le plan esthétique. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ce sont des objets qui ont cette caractéristique, enfin cette esthétique un petit peu fait main, alors que pas du tout. Là, c'est 100% fait par machine d'impression 3D. Donc là, on est sur c'est technique, quoi. Il n'y a pas du fait main dedans. Mais par contre, on a cette sensibilité. Vous voyez où je veux en venir, d'accord ? Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on est sur un objet à chaque fois différent, qui ne se ressemble pas entre eux.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, à la fois, il y a cette question du non-standard par l'algorithme qui est changé dans l'outil informatique pour faire qu'à chaque fois que l'imprimante est lancée, l'imprimante 3D est lancée, là en l'occurrence c'est de la céramique, l'objet est différent, mais aussi par les caractéristiques de l'impression 3D qui fait qu'en fait, finalement, si on utilise cette technique de fabrication avec certaines caractéristiques, on se retrouve avec des objets comme ça qui ne peuvent pas être faits à la main. C'est-à-dire, il y a aussi cette chose-là qui est absolument fascinante, c'est qu'on arrive à fabriquer des objets par impression 3D qu'on ne peut pas fabriquer à la main, qui sont impossibles à fabriquer à la main. Parce que trop complexes, parce que trop de formes, parce qu'ils demanderaient beaucoup trop voilà, ce serait trop problématique finalement de le faire à la main et qu'on ne pourrait tout simplement pas le faire à la main. Donc là, on voit bien l'évolution et ce qui est très intéressant dans cet objet, c'est qu'il explique exactement les différentes étapes, il explique exactement sa façon de fonctionner, pourquoi il parle d'objets non standards. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est là où je vous disais, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on parle d'objets non standards, mais on se retrouve avec une sensibilité artisanale. Et donc, c'est là où finalement, pour décrire ce design non standard, on utilise ce terme d'artisanat numérique. Alors, il y a ce super article, iCraft. Alors, j'aime pas du tout le nom parce que c'est référence à Apple. Enfin, c'est une référence à Apple avec l'iPod, l'iPad, l'iPhone et tout ça. Et comme ce sont des objets qui ont inondé le monde, dès qu'on parle de quelque chose, on voit tout de suite que ça a à faire avec du numérique. Qu'on n'est plus dans l'analogique, mais qu'on est dans le numérique. Donc, ils ont utilisé ce terme de iCraft, l'artisanat numérique, un nouveau métier, point d'interrogation. Mais en fait, finalement, si on réfléchit bien à partir de ce que je viens de vous dire, c'est que c'est absolument pas un nouveau métier, c'est un métier qui a plus de 20 ans, mais qui a muté du design non standard à l'artisanat numérique. Alors, sujet passionnant, je vous conseille d'aller voir, d'aller découvrir cet article qui l'explique très bien. Et qui parle de pourquoi on parle d'artisanat numérique. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on est en plein dans le design non standard. On utilise des techniques de fabrication industrielle, l'impression 3D, le fraisage numérique à plusieurs axes, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez ça sur Google, vous verrez exactement ces différents outils. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même malgré tout, l'intervention de la main. Et il y a quand même le travail, ce travail d'expérimentation par le digital, mais de ce rapport de l'homme à l'objet et à la machine. Donc en fait, au lieu d'avoir, comme dans l'artisanat traditionnel, un ciseau à bois et un marteau, vous avez un clavier d'ordinateur, donc un ordinateur, et une imprimante 3D. C'est complètement hors champ, ça ne sert à rien que je l'ai pointé du doigt, mais parce que j'ai une imprimante 3D dans mon studio où je me trouve actuellement, qui est juste à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est là où l'évolution et la mutation de ce terme, l'évolution du terme, s'est passée. C'est qu'on est passé du non-standard parce que l'outil n'existait pas vraiment et on n'avait pas beaucoup exploré ce champ du design, petit à petit pour arriver à l'artisanat numérique, cette notion d'artisanat numérique. Donc on a vu ce projet d'Yoann, maintenant on va voir d'autres projets qui sont absolument passionnants. Donc là c'est un article de Design Boom. Alors c'est vrai que ce sont souvent des galeries qui exposent ces objets de design parce qu'il y a cette notion unique. Alors même si l'objet a été travaillé par l'outil informatique, il y a quand même cette relation à la main, vous allez voir sur certains objets, mais en fait comme l'objet devient unique, qu'il soit fabriqué 100% avec une machine et réfléchi, conceptualisé par une personne ou qu'il soit fabriqué à moitié à la main, à moitié par une machine, on garde cette idée d'objet unique. Donc on retrouve beaucoup plus cette notion d'objet non standard ou d'artisanat numérique exposée dans des galeries d'art. Et c'est là où on retrouve le plus. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'objets de design qui intègrent des galeries d'art ou qui intègrent des événements artistiques, parce que finalement,
on sort de cette standardisation et on arrive à avoir des objets totalement uniques. Alors là, c'est Tram, qui est une galerie à Paris, qui a exposé plusieurs designers, 4-5 designers, qui ont tous travaillé sur cette réflexion. Alors là, c'est très intéressant, je ne connaissais pas le mot, de Generative Interiors, donc de décoration intérieure générative. Le mot générative est beaucoup utilisé dernièrement avec l'intelligence artificielle, mais à l'époque, on utilisait de design algorithmique, parce que c'était justement des algorithmes et non pas une IA qui venait de façon aléatoire modifier l'objet. Et donc, ils ont travaillé sur ces différents concepts et on voit cette chaise au fond qui est très intéressante. Donc, je mettrai toujours pareil le lien de cet article dans la description. Mais on voit cet objet. Et cet objet, quand même, il y a une sensibilité qui est intéressante parce que c'est un objet historique. On voit qu'il y a quand même un travail de la matière, on est dans de la vannerie, il y a vraiment un objet sensible. Et on se dit, mais quel est l'aspect numérique ? Quel est l'approche numérique, l'approche algorithmique ou l'approche générative qui a été utilisée dans la fabrication de cet objet. Et donc, si on va sur le site internet qui est très très bien fait, on vous l'explique. En fait, c'est dans ce travail de vannerie qui est fait à la main, qui est un peu comme un pixel. Des petits malins, des designers numériques se sont amusés à travailler un système algorithmique pour, en connaissant un petit peu exactement, en sachant comment il était fabriqué, comment était tissé cet objet, comment était mis en fabrication cet objet, ils ont intégré des algorithmes pour modifier et pour générer de façon aléatoire le motif. Donc, ils expliquent très bien. Moi, je vous conseille d'aller voir ce site parce qu'en plus, c'est très graphique. Moi, je trouve ça très beau. Alors, évidemment, je suis passionné par l'ornementation. Les gens qui connaissent mon travail savent que je suis... la géométrie islamique, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je l'ai beaucoup étudié. Mais donc, j'ai cette sensibilité vers cette géométrie et ces motifs. Et là, je trouve ça très beau, très intéressant. C'est vraiment magnifique en termes de graphique, voilà, en termes d'œuvre. Simplement digital comme ça à regarder. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça a été généré par des algorithmes et systématiquement aléatoires. Et on a un objet, enfin, on a une proposition qui est développée et qui après est faite à la main selon des règles justement qui respectent le travail artisanal, du fait main. Donc on est sur un objet historique, on est vraiment sur quelque chose parfaitement identifiable avec une technique de fabrication artisanale, mais une méthode algorithmique de non-standard ou d'artisanat numérique. Alors vous voyez cette évolution, c'est-à-dire que c'est là où on est rentré dans moi ce que j'appelle l'indusana, c'est-à-dire ce mariage subtil et intelligent qui ne cherche ni à standardiser l'artisanat, ni à vouloir rendre l'industrie artisanale, mais c'est dans ce mariage intelligent entre l'intelligence artificielle, l'algorithme, la mathématique, le génératif, avec le savoir-faire artisanal, le fait main, l'expérience, la connaissance, et donc qui nous permet l'intelligence du geste, qui nous permet d'avoir à chaque fois un objet unique. Voilà. Donc cet objet, parfaitement intéressant pour illustrer cette notion. Et là, je suis tombé sur ce projet, pareil, toujours chez Design Boom, à Bali. C'est une galerie à Bali qui fait... Alors là, il y a une notion en plus très intéressante parce que pourquoi on parle aujourd'hui d'artisanat numérique alors qu'à l'époque, on parlait de design non standard? Ça, c'est un sujet qui est passionnant et c'est ce projet qui me permet de l'aborder. C'est la notion d'écologie, c'est-à-dire l'aspect écologique dans la conception d'un objet, d'un produit, d'un objet de design, d'un produit ou d'un produit pour une marque finalement. L'aspect responsable, écologique, a pris de plus en plus de valeur. C'est-à-dire déjà dans les années 90, on ne pouvait pas faire du design sans avoir cette question écologique dès les premières phases de conception. Je peux vous le dire, parce que moi j'ai étudié à l'ENSI, j'ai commencé mes études à l'ENSI fin des années 99, donc 1999. Donc si vous voulez, déjà à l'époque, on parlait écologie, design responsable, avec cette notion de, dès les premières étapes de conception, penser à l'économie de matière, etc., pour pouvoir proposer un objet qui consomme le moins de matière, où il y a le moins de pertes, qui soit le plus responsable possible. D'accord ? Mais cette notion écologique a pris de plus en plus de place. Donc autant à l'époque, on parlait de design non standard, mais quand on s'est rendu compte que le design non standard était aussi un gage écologique, parce que finalement, on n'est pas obligé de produire
10 000 pièces pour après, une fois qu'on a ces 10 000 pièces dans les mains, faut les vendre. Et si on n'arrive pas à les vendre, qu'est-ce qu'on fait de toute cette surproduction? L'avantage du design non standard, c'est que vous produisez uniquement la quantité que vous avez besoin finalement. Ou de l'artisanat numérique, ça devient un objet qui peut être fabriqué sur demande. Ça change complètement le rapport à l'objet. Et ça, c'est ce que cette marque a parfaitement fait. Et parce qu'elle a travaillé en plus sur cette notion circulaire de récupération de matière, transformation de matière, intégration dans un système non standard, artisanat numérique pour développer et fabriquer de nouveaux objets. Et c'est parfaitement bien fait de bout en bout. C'est-à-dire non seulement le concept de la marque, la façon dont elle a été mise en place, la façon dont elle a été expliquée, travaillée, son site internet, c'est magnifique. Même les objets, je les trouve très intéressants. C'est une marque donc à Bali, d'Indonésie, ok, c'est marqué ici, hein, vous l'avez. Ils ont développé cet espace justement d'économie circulaire. D'accord? Donc écologique, économie circulaire. Alors on va aller voir le site internet. Je pense que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Le site internet est super bien fait, il est assez amusant, pas forcément très ergonomique pour le coup, hein. C'est-à-dire c'est pas un site internet, vous voyez pas exactement comment il faut où il faut cliquer, mais il y a tellement de bonnes idées avec le logo qui suit, la souris, avec plein de choses. Mais comment ça fonctionne? Ils ont une boutique qui est super bien faite où les objets en plus c'est relativement compétitif pour des objets qui sont justement de cet artisanat numérique. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ils récupèrent de la matière, des déchets qui sont dans les océans, dans la nature, etc. Ils la transforment, ils en font des panneaux et des rubans. Ces panneaux, ils le travaillent avec des objets comme des soliflores, des vases, des porte-stylos. Enfin, ils ont dans un assemblage de panneaux. Donc, on est quand même, il y a cette matière qui est assez intéressante, qui est assez belle. D'accord, très justement, qui a cette esthétique, on va dire, du matériau recyclé, mais ils en font aussi des rubans, et on sait qu'à Bali, ils sont très forts sur ce tissage ce travail de tissage sur du meuble, de vannerie finalement, mais ils le font en utilisant ce ruban écologique, enfin ce ruban qui utilise cette économie circulaire de recyclage. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne des objets organiques ronds, on les voit très bien ici, qui sont très intéressants, où en fait ils ont travaillé l'objet avec des couleurs différentes, différents types de rubans, et comme ils sont très forts dans ce tissage, on a des objets qui sont vraiment très très intéressants, et qui sont résistants puisqu'on utilise, alors en plus le workspace est vraiment très bien fait, et puis regardez, Artisan Woven Chair, donc c'est vraiment, ils parlent d'artisanat, quoi. On est vraiment sur cette notion-là, cette question-là, et on a des objets qui sont vraiment hyper intéressants et qui ne se ressemblent pas. Vous achetez cette chaise, même si on a l'impression qu'il y a une similarité, c'est pas du tout la même, ça se voit. Parce qu'elle est faite en partie à la main, parce qu'elle est faite avec des matériaux recyclés, parce qu'il y a tout cet aspect aléatoire, à la fois dans sa conception, dans sa fabrication, dans sa réflexion, etc. Donc vous voyez un petit peu ce rapport à la matière, à l'objet, à l'évolution du design non standard vers l'artisanat numérique. Et moi, je pense sérieusement que l'artisanat numérique, c'est vraiment d'une certaine façon l'avenir, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que quand je vois un petit peu l'évolution des différentes techniques de fabrication, de voir comment les marques essayent d'intégrer cette dimension du non standard, je trouve ça très intéressant de l'intégrer avec cette notion artisanale. Alors, bien sûr, ceux qui sont vraiment spécialistes, qui ont déjà entendu cette notion de non-standard et d'artisanat numérique, c'est pour ça que j'expliquais au début, c'est pas totalement similaire. C'est-à-dire que le non-standard garde l'aspect de chaîne de production. C'est-à-dire dans le design non-standard, on n'essaye pas d'aller vers un travail, un assemblage ou un travail à la main artisanal. On reste sur une ligne de production et on essaye, tout en gardant la ligne de production telle qu'elle, d'intégrer un système aléatoire, algorithmique ou génératif pour faire en sorte que l'objet arrivé à la fin de cette ligne de production puisse être différent. Donc on garde cette optimisation et cette économie d'échelle tout en intégrant cette notion aléatoire du non-standard. Alors que l'artisanat numérique, il y a ce rapport à la main. Il y a ce rapport de l'objet à la main qui est à un moment donné l'intervention de l'artisan
sur l'objet est importante. Mais quand on voit le travail de Johan, que vous avez vu au début du projet avec ses céramiques, il n'y a pas d'intervention à la main. C'est fait 100% par l'impression 3D, par la machine. Et pourtant, il y a cette idée d'artisanat numérique. Vous voyez où je veux en venir? Donc c'est très intéressant de découvrir tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet qu'on va entendre de plus en plus parler, au même titre que la création de nouveaux matériaux écologiques, puisque ces matériaux écologiques et l'arrivée de nouveaux matériaux écologiques s'allient très bien avec cette question et ce thème de l'artisanat numérique. Donc on va entendre de plus en plus parler de ça, et vous allez voir que des grandes marques, et c'est ce qui a commencé à être fait avec Philips, etc., vont intégrer dans leur gamme de produits ces objets d'artisanat numérique. Et si vous allez sur mon site internet, et je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé, que j'ai livré dernièrement, c'est pour ça aussi que je suis un peu fatigué, je cherche mes mots, parce que ça fait 2 jours que je suis en train de livrer, monter, assembler, mais je vais vous parler d'un projet la semaine prochaine que j'ai réalisé, qui est très proche de cette question d'artisanat numérique, d'indusana, et justement de travail, puisqu'au Maroc, il y a beaucoup d'artisans qui ont un savoir-faire exceptionnel. Et en tant que designer, justement, de voir comment j'ai pu travailler cette logique d'artisanat numérique et de cohabitation subtile et intelligente entre matériaux, techniques de fabrication, artisanat, fait main, etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans les commentaires, hein, comme à notre habitude. C'est ça qui est passionnant avec ces épisodes de Mes Bricolos, c'est qu'on peut arriver dans les commentaires, expliquer, raconter, donner notre point de vue. Voilà, donc n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires. Sinon, écoutez, je vous laisse avec 2 épisodes qui vont... 2 épisodes, vous imaginez un peu la fatigue que je... 2 épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, dont un épisode assez ancien, mais où j'abordais déjà cette question d'artisanat numérique. Et sinon, cliquez, abonnez-vous si vous êtes resté jusque-là. On n'est pas loin de 1000, j'ai l'impression que le compteur est bloqué à 995 abonnés. Donc si cet épisode, ce qui m'étonnerait, peut arriver à nous faire dépasser les 1000, ce sera extraordinaire. Donc cliquez sur ma petite tête là, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Allez, pslama à tous, bye.